Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Tout a commencé avec une enveloppe couleur crème laissée sans signature dans la pile de courrier du matin, livrée à Lele. Jessica était en train de réviser la logistique d'une conférence bilatérale sur la réforme de l'éducation lorsque sa principale assistante, Lilian, lui a placé la pile devant elle. Jessica, toujours méticuleuse, a commencé à feuilleter des correspondances, remerciements, invitations, lettres manuscrites d'enfants, jusqu'à ce que ses doigts s'arrêtent sur une enveloppe sans expéditeur, sans cachet, juste son nom tapé sur une petite étiquette rectangulaire. Elle l'ouvrit, s'attendant à un petit mot bienveillant, peut-être une réponse tardive. Au lieu de cela, elle déplia une simple feuille de papier ivoire contenant seulement une courte phrase tapée en police à empattement. Le verre se brise plus facilement lorsqu'il est impeccable. Il n'y avait ni signature, ni adresse de retour. Jessica cligna des yeux et la relut lentement. Sa poitrine se serra, mais son expression resta calme. Elle remit la lettre dans son enveloppe sans un mot. À la fin de la semaine, 2 autres lettres arrivèrent. L'une se trouvait dans une note de politique sur le financement de la main-d'œuvre. L'autre se trouvait sous une biographie à couverture rigide qu'elle avait laissée sur sa chaise de lecture à la bibliothèque de la résidence. Le deuxième message disait « Tu peux effacer le passé, mais il laisse quand même une trace ». Le troisième était encore plus froid, « Combien de temps faudra-t-il avant qu'il découvre qui tu es vraiment ?» Jessica ne paniqua pas. Elle ne le dit pas à Joshua. Elle continuait à exercer ses fonctions, gracieuse lors des entretiens, chaleureuse lors des événements publics, mais chaque soir, après le départ du personnel et la baisse des lumières de la résidence, elle verrouillait la porte de sa chambre et étudiait les notes à la lumière d'une lampe. Quelqu'un savait quelque chose. Ou voulait le lui faire croire. Qu'il s'agisse de son ancien mariage, de son sans domicile fixe ou d'un fragment caché de son passé qu'elle n'avait même pas envisagé, Jessica savait désormais que quelqu'un cherchait à le déterrer. Et ils étaient très proches. Elle appela Lilian, son assistante et sa plus proche confidente, et demanda discrètement une analyse des dossiers du personnel du courrier, des journaux de surveillance et des antécédents des nouvelles recrues du service communication de Lele. Jessica n'avait pas peur, mais elle n'était pas naïve non plus. Le pouvoir venait avec les ombres, et elle avait marché trop loin, trop silencieusement, pour laisser un murmure tout faire dérailler. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce n'était pas un hasard. Il ne s'agissait pas de menaces de tabloïd ni de diffamation politique. Les notes étaient délibérées, écrites par quelqu'un qui l'avait étudiée de près, quelqu'un qui savait comment la blesser sans déclencher l'alarme. Elle était assise à son bureau le soir, tenant la 3e note entre ses doigts, le regard fixé sur les mots. Combien de temps faudra-t-il avant qu'il découvre qui tu es vraiment ? La question n'était pas ce qui l'effrayait. C'était qu'au fond, elle ne savait pas vraiment qui avait écrit cela, ni jusqu'où ils étaient prêts à aller. Tard un soir, bien après que Joshua se fût retiré dans les quartiers privés de l'aile ouest et que les autres résidents se furent installés dans le silence, Jessica était assise seule dans un coin de son bureau, son ordinateur portable ouvert, un serveur sécurisé ronronnant à côté d'elle. Elle n'était pas censée avoir l'autorisation d'accéder aux archives historiques du personnel, pas à ce niveau. Mais ses années passées dans les services d'archives et de préservation lui avaient appris bien plus que du catalogage, elle lui avait appris à trouver ce que d'autres avaient manqué, et parfois même ce que d'autres avaient intentionnellement enterré. Ses doigts parcouraient rapidement les clés, contournant les structures de mots de passe obsolètes et retrouvant les registres municipaux cryptés de son passage au Centre de préservation historique de Toronto. Si quelqu'un fouillait dans son passé, elle avait besoin de savoir exactement ce qu'il pourrait trouver, ou ce que quelqu'un pourrait inventer. Le premier signal d'alarme est apparu en quelques minutes. Jessica a trouvé 2 dossiers d'employés en double à son nom, l'un avec ses dates d'emploi et ses journaux de tâches exacts, et l'autre avec des informations déformées, des horodatages contradictoires, des évaluations signées et une note concernant un rapport disciplinaire qui, à sa connaissance, n'a jamais existé. Elle se pencha en avant, plissant les yeux en voyant une entrée suspecte intitulée « Examen du rapport comportemental nécessaire ». Lorsqu'elle cliqua dessus, le fichier refusa de s'ouvrir. Accès refusé. Cela n'avait aucun sens. Elle n'avait jamais été mise au courant, n'avait jamais manqué de travail. On lui avait même proposé un poste de direction, mais elle l'avait refusé pour rester concentrée sur ses recherches. Mais ce dossier suggérait une toute autre histoire. Quelqu'un avait inséré des données falsifiées dans son dossier officiel. Les implications la glaçaient. Il ne s'agissait pas simplement de quelqu'un qui ramassait des informations sordides.
Il s'agissait de quelqu'un qui réécrivait son histoire. Plus elle creusait, plus les incohérences s'accumulaient. Sa lettre de démission, qu'elle se souvenait avoir remise elle-même, avait complètement disparu des archives principales, mais une version, signée numériquement de ses initiales, avait été mise en ligne 4 mois après son départ. Un autre fichier mentionnait que le motif de son départ était des préoccupations éthiques, une expression facilement déformable par quiconque souhaitait semer le doute. Jessica se rassit, l'esprit bourdonnant. Seule une poignée de personnes avait l'autorisation de modifier de tels documents. Encore moins en avait le mobile. Ceux qui étaient derrière tout cela ne cherchaient pas seulement à la démasquer, mais à remodeler son image, détail par détail. Et en tant qu'archiviste, elle savait mieux que quiconque que la vérité ne disparaît pas d'elle-même. Quelqu'un avait tout fait pour altérer l'histoire de son passé. Et elle allait découvrir qui, et pourquoi, avant qu'il n'y parvienne. Le retour de Jessica à Toronto s'est déroulé en grande pompe. Encadrée par des agents de sécurité et suivie par la presse, elle a visité des bibliothèques, visité des écoles et rencontré des responsables du secteur éducatif. Mais derrière ce programme bien ficelé se cachait une mission bien plus urgente, retrouver David Sinclair, un ancien collègue du Centre de préservation historique, discret et perspicace. David était l'une des rares personnes à connaître l'évolution professionnelle de Jessica et lui avait confié des soupçons d'irrégularité numérique dans les dossiers du personnel, bien avant que la vie de Jessica ne bascule. Lorsque Jessica l'avait contacté via un canal sécurisé quelques semaines plus tôt, sa réponse avait été brève mais troublante, « Je dois te montrer quelque chose. Il s'agit de ton dossier de démission. » Ils ont changé d'avis. Ils avaient convenu de se retrouver discrètement dans un café du quartier, loin de l'agitation du centre-ville. Mais quand Jessica est arrivée, David n'est jamais venu. Au début, elle a pensé à un retard, aux embouteillages, à la nervosité ou à un décalage horaire. Mais 20 minutes plus tard, sans nouvelles, elle a envoyé un message à sa ligne cryptée. Aucune réponse. Elle a appelé 2 fois. La première fois, elle n'a pas répondu. La seconde fois, elle a été redirigée vers la messagerie vocale. Son instinct, aiguisé par des semaines de malaise, se réveilla. Jessica écourta sa visite et demanda à Lilian de contacter discrètement un contact retraité du gouvernement canadien. Le lendemain matin, la réponse arriva. David n'avait pas été vu à son appartement depuis 3 jours. Des voisins ont signalé une activité étrange, une camionnette de livraison garée dehors tard dans la nuit, des inconnus entrant dans l'immeuble et repartant sans colis. Une voisine âgée se souvient avoir entendu une brève dispute étouffée à travers le mur, suivie de ce qu'elle a supposé être un déménagement de meubles. Lorsque les autorités visitèrent sa résidence, elle était fermée à clé, intacte, mais d'une propreté surnaturelle, comme si on y avait effacé toute trace de son passage. Le cœur de Jessica battait fort en lisant le rapport confidentiel livré dans sa suite d'hôtel. David avait disparu. Aucun historique de vol. Aucune activité sur ses cartes de crédit. C'était comme s'il avait été effacé. Elle sentit cette froide prise de conscience se déposer comme de la glace dans sa poitrine. Ce qui avait altéré son passé ne se contentait pas de réécrire l'histoire. Il réduisait au silence quiconque tentait de la révéler. Jessica comprit alors que cela allait au-delà de la vengeance ou du scandale. Des mécanismes étaient en place, des gens prêts à manipuler la vérité et à éliminer les témoins. Debout près de la fenêtre, elle contemplait le Toronto qu'elle considérait autrefois comme son foyer. David avait tenté de la prévenir. Maintenant qu'il était parti, le silence qui entourait sa disparition était plus fort que toute menace. Le passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle ne la rattrapait pas. C'était une chasse. Elle arriva de la manière la plus discrète, une carte pliée coincée dans le plateau du petit déjeuner de sa chambre d'hôtel. Jessica ne la remarqua qu'après avoir soulevé le dôme argenté qui recouvrait son thé. La carte ne portait ni emblème, ni écriture manuscrite. Juste un message dactylographié dans une police minimaliste. Si vous voulez des réponses, venez me voir. Ce soir. Minuit. Sortie est de la 77 Dalhousie. Son souffle s'arrêta. L'adresse lui était familière, une annexe universitaire fermée, près d'une ancienne aile historique où elle avait été bénévole. Elle avait été vendue depuis longtemps pour être réaménagée. Maintenant, c'était un bâtiment fantôme oublié, aux fenêtres condamnées et aux murs murmurants. Elle fixa la carte un long moment, évaluant le risque. Ce pouvait être un piège. Ce n'était peut-être rien. Ou alors,
c'était peut-être la clé de tout ce qui avait commencé à se dénouer dès son retour au Canada. Jessica n'a pas mentionné la note à son équipe de sécurité. Au lieu de cela, elle leur dit qu'elle ne se sentait pas bien et annula son dernier rendez-vous de la soirée. À 11h45, elle se glissa dans le couloir de service de l'hôtel, vêtue d'un long manteau et d'une écharpe, le visage partiellement plongé dans l'ombre. L'air extérieur était froid et immobile, ce genre de silence qui rendait chaque pas plus bruyant qu'il ne le devrait. Lorsqu'elle arriva au 77 rue Dalhousie, le bâtiment était plongé dans l'obscurité, sa signalisation brisée ne tenant qu'à un boulon. Un seul boulon vacilla au-dessus de la sortie, projetant des ombres tremblantes sur le béton. Jessica s'approcha lentement, les sens en alerte, mais le cœur battant à tout rompre. Elle avait vécu l'humiliation, l'abandon, la réinvention. La peur ne la contrôlait plus. À minuit pile, une silhouette surgit de l'ombre. C'était une femme. La trentaine, vêtue d'un jean foncé et d'un manteau gris, les cheveux rentrés sous un bonnet. Elle ne s'est pas présentée. Elle a simplement dit, ils ont effacé Sinclair. Je suis la suivante. Jessica n'a pas bronché. La voix de la femme tremblait, non pas de peur, mais d'urgence. Elle expliqua ensuite qu'elle avait brièvement travaillé dans l'administration du centre de préservation pendant la dernière année de Jessica. Elle avait signalé des irrégularités dans les journaux d'accès aux fichiers et remarqué que Sinclair explorait des répertoires restreints. Puis elle fut soudainement mutée et ses accréditations révoquées. Elle pensait qu'une personne influente, extérieure à l'institution, avait payé pour que le dossier de Jessica soit modifié et que les lanceurs d'alerte soient réduits au silence. Jessica écoutait, chaque mot devenant plus grave. Ce n'était pas seulement un sabotage, c'était systémique. Quelqu'un de puissant ne voulait pas que sa vérité survive. Alors que la femme fouillait dans son manteau pour tendre une clé USB à Jessica, des phares s'allumèrent au loin. Ils se retournèrent tous les deux. La main de la femme tremblait. « Il nous regarde déjà » murmura-t-elle. Puis elle se retourna et disparut dans la nuit. Jessica resta immobile, sa clé serrée dans la paume de sa main, les ombres dansant tout autour d'elle. La clé USB contenait des notes internes, des journaux d'accès et des traces de financement confidentiels, des documents auxquels aucun ancien employé subalterne n'aurait dû avoir accès. Jessica éplucha le contenu au petit matin, les yeux brûlants, tandis que ligne après ligne révélait un enchevêtrement de fils sous ses fondations apparemment nobles. Ce qui la surprit le plus fut le nom d'un donateur qui apparaissait à plusieurs reprises sur les comptes liés à son initiative canadienne d'alphabétisation, une entité appelée Mirage Atlas, enregistrée auprès d'une société écran au Luxembourg. Sur le papier, cela semblait légitime. En pratique, c'était beaucoup trop discret. Pas de site web. Pas de membres nommés du conseil d'administration. Et pourtant, ce fonds avait financé plus de 40% des efforts de sensibilisation de Jessica au Canada depuis sa nomination comme première dame. Les contributions étaient généreuses, parfaitement opportunes et jamais remises en question, jusqu'à présent. Plus elle creusait, plus les détails devenaient troublants. Les dons avaient commencé exactement une semaine après son mariage avec Joshua. Quelqu'un préparait cela depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Jessica contacta immédiatement Élise, de l'unité d'examen des finances diplomatiques de l'ambassade, une personne en qui elle avait une confiance absolue. Élise a mené une analyse croisée pendant la nuit, et le résultat les a tous deux refroidis. Mirage Atlas avait fait des dons identiques, sous des noms différents, à plusieurs associations caritatives liées à des familles politiques à travers l'Europe, ciblant souvent des femmes à l'image publique complexe ou au parcours personnel controversé. Chaque bénéficiaire avait été victime de mystérieuses violations de données ou de scandales médiatiques dans l'année suivant la réception de ces fonds. Ce n'était pas un schéma, c'était un plan. Ceux qui étaient derrière Mirage Atlas ne se contentaient pas de financer la philanthropie, ils traquaient les vulnérabilités, semaient le contrôle et observaient comment les réputations s'effritaient sous la pression adéquate. Jessica observa la liste des bénéficiaires, son nom y figurant. La question n'était plus de savoir si quelqu'un voulait la réduire au silence. La question était désormais de savoir pourquoi on l'avait choisie et dans quelle mesure on exerçait encore un certain contrôle. Elle a présenté les conclusions à Lilian en privé et lui a demandé de geler toutes les contributions actuelles de Mirage Atlas et de lancer un audit indépendant. Discrètement. Aucune fuite. Aucune alerte. Mais même si Lilian lui assurait que tout serait traité avec précision, Jessica ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir déjà été compromise. Ces gens observaient. Guidaient. Peut-être orchestraient-ils les scandales qu'elle croyait être derrière elle.
La chute de Daniel avait-elle été accélérée par eux? La réapparition d'Annabelle était-elle une diversion? Son ascension, de sa mission à l'ambassade à sa renommée publique, avait-elle été stimulée par un objectif plus ambitieux? Jessica se tenait à la fenêtre de son bureau privé, observant les lumières vaciller sur Capitol Hill, une main sur sa clé USB, l'autre enroulée autour de son collier. Quel que soit le donateur de l'ombre, ils ne hantaient pas seulement son passé. Ils essayaient d'écrire son avenir. Et elle en avait fini avec son rôle. Dans un tiroir verrouillé au fond de son classeur personnel, qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, Jessica trouva un dossier accordéon usé, intitulé « Finances, 2016 à 2019 ». Elle l'avait conservé par habitude pendant son mariage avec Daniel, ne se fiant jamais vraiment au relevé numérique qu'il insistait pour qu'elle ignore. Dans le tourbillon de la survie qui avait suivi leur divorce, elle avait emballé le dossier sans réfléchir, le trimballant de ville en ville jusqu'à ce qu'il trouve une place dans ses appartements privés à la Maison-Blanche. Maintenant, la suspicion s'accumulant autour de son passé, Jessica l'ouvrit d'une main tremblante. Les papiers à l'intérieur sentaient légèrement l'encre et le vieux papier adhésif, mais le contenu lui frappait avec la force de la trahison. À première vue, les documents semblaient standards, déclaration fiscale conjointe, facture de services publics, relevé hypothécaire de l'immeuble dont Daniel avait insisté pour qu'il loue 4 exemplaires. Mais un examen plus approfondi révéla une toute autre histoire. Plusieurs pages portaient des signatures qui ne correspondaient pas à la sienne, non pas de simples imitations, mais de pures inventions. Sur une ligne, son nom était griffonné d'un trait agressif, un style qu'elle n'avait jamais utilisé. Les faux documents n'étaient pas seulement financiers. Ils comprenaient des autorisations permettant à Daniel de contracter des prêts à leurs deux noms, d'acheter des actifs dont elle ignorait l'existence, et même de transférer la propriété d'un compte d'épargne commun à une personne morale enregistrée sous un faux nom. Une froide prise de conscience la submergea. Daniel ne l'avait pas seulement utilisé pour son image, il avait usurpé son identité. Les faux documents la présentaient comme une complice de transactions douteuses, une complicité qui pourrait tourner au scandale si elle était rendue publique. Et compte tenu des récentes lettres anonymes et des révélations des donateurs, Jessica savait désormais que quelqu'un avait accès à ses dossiers, ou à des copies. Il ne s'agissait plus seulement d'embarras, mais de destruction. Elle passa des heures à répertorier chaque anomalie, à comparer les relevés bancaires numériques et à signaler tout ce qui la reliait aux transactions commerciales de Daniel. La piste était dense, habilement enfouie sous des couches de paperasse banale. Il était clair que Daniel, bien avant leur divorce, avait bâti une forteresse financière, dont le nom de Jessica était le pilier. Sa crédibilité avait été instrumentalisée à son insu. Maintenant, cette arme était aiguisée par celui qui se cachait derrière les lettres et le réseau Mirage Atlas. Jessica se rassit, l'esprit calculateur. Chaque signature falsifiée, chaque faux transfert, pouvait servir non seulement à la discréditer, mais aussi à l'impliquer. Elle était vouée à l'échec. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jessica avait passé sa vie entière à sortir du silence. Et cette fois, elle ne le ferait pas discrètement. C'est un signalement de surveillance de routine qui a déclenché l'alerte. Une femme se faisant appeler Clara Belmont était entrée à Washington DC par un vol en correspondance en provenance de Lisbonne, bénéficiant d'une dérogation diplomatique, une autorisation rare généralement réservée aux agents de liaison étrangers et aux délégués d'entreprise. Ses papiers d'identité ont passé l'inspection, son histoire a tenu bon, et elle a logé dans un hôtel haut de gamme de Georgetown grâce à un permis de séjour temporaire organisé par un cabinet de conseil inconnu de tous. Mais lorsque sa photo d'identité a été numérisée en vue d'obtenir une autorisation interne pour assister à un déjeuner de charité à huis clos, elle a trouvé un fichier dormant depuis longtemps dans un registre signalé. L'IA a immédiatement réagi. Bien que le nom ait changé et que son apparence ait subtilement évolué, couleur de cheveux, contour du nez, nouvel accent, la correspondance algorithmique était évidente. Annabelle Brigg était de retour au pays. Jessica fut informée dans l'heure. Elle écouta sans interruption Lilian lui raconter la chronologie, le faux nom et les pseudonymes potentiels qu'Annabelle avait utilisés ces 3 derniers mois. Le déjeuner de charité auquel elle avait tenté d'accéder? Jessica avait décliné sa participation à la dernière minute en raison de son enquête en cours sur Mirage Atlas. La coïncidence était trop précise. Quelqu'un, peut-être Annabelle elle-même, s'attendait à la présence de Jessica. Cherchait-elle à la confronter? À la prévenir? Ou à terminer quelque chose qu'elle n'avait pas fait? L'expression de Jessica restait indéchiffrable. Qu'elle croit que je ne sais pas, dit-elle doucement à son chef de la sécurité. Observez-la, mais ne vous engagez pas.
Pas encore. Pourtant, intérieurement, les pensées de Jessica s'emballaient déjà. Annabelle avait disparu après son imploration silencieuse. Elle avait disparu à travers les océans et à travers des identités imaginaires. Quelle force l'avait donc ramenée? Pendant les 48 heures qui ont suivi, Jessica a visionné les images de surveillance. Annabelle, devenue Clara, évoluait avec une aisance calculée. Elle assistait à des réunions sous de faux prétextes, dînait avec des intermédiaires et se rendait discrètement dans des bureaux liés à des cabinets de lobbying privés. Mais un fil conducteur les reliait tous. Un cabinet spécialisé a récemment été engagé pour enquêter sur les épouses de personnalités politiques. Un cabinet doté d'un important financement non divulgué. Jessica a affiné son champ d'investigation. Annabelle n'était pas revenue pour supplier ou avouer. Elle travaillait pour quelqu'un, peut-être même pour la même entité secrète qui finançait Mirage Atlas. Jessica sentit la tension monter. Ce n'était pas seulement un retour. C'était une réintégration. Un réétalonnage. Annabelle, la femme qui avait autrefois brisé son mariage, évoluait désormais aux confins de sa nouvelle vie, armée d'un nouveau nom et d'une mission que Jessica n'avait pas encore découverte. Le dossier fut remis en silence, glissé sur le bureau du président lors de son point de presse matinal avec les services de renseignement, sans préambule ni commentaire, juste un léger hochement de tête du directeur de la sécurité nationale. Joshua Kelvin, aguerri en matière de discrétion et de désinformation, haussa un sourcil mais ne dit rien en ouvrant le dossier de la marine, marqué confidentiel et habilitation de niveau 3. À l'intérieur se trouvaient des documents détaillant de nouvelles découvertes concernant l'ancienne vie de Jessica, des doubles de dossiers d'assurance sociale, un passeport signalé lors d'une enquête pour vol d'identité à Halifax, et la transcription d'un courriel suggérant que Jessica avait demandé l'asile politique en France sous un autre nom près de 6 ans auparavant. Le plus troublant était une photo, granuleuse, horodatée, mais sans équivoque, de Jessica échangeant ce qui semblait être une enveloppe scellée avec un homme lié à un scandale de lobbying au Canada. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela ne correspondait à la femme qu'il connaissait et aimait. Joshua referma le dossier et se laissa aller dans son fauteuil, l'air indéchiffrable. Il refusait d'y croire, mais l'expérience lui avait appris que la vérité n'était jamais simple dans son monde et que l'amour ne protégeait personne des conséquences. Il quitta la salle plus tôt que prévu, empocha le dossier et se retira à la bibliothèque de la résidence. Seul, il étala les documents sur la table. Les documents étaient convaincants, trop convaincants, des détails qui semblaient parfaitement conçus pour susciter la méfiance. Le timing était également suspect. Alors que l'influence publique de Jessica atteignait son apogée, qu'elle commençait à ébranler les fondements des anciennes structures de pouvoir par son ascension silencieuse, il fixa de nouveau la photo. Était-elle compromise depuis le début? La femme qui était devenue la communicatrice de son monde chaotique cachait-elle plus qu'elle ne l'avait avoué? Ou quelqu'un construisait-il minutieusement un récit pour la démanteler de l'intérieur? Pendant ce temps, Jessica se tenait, inconsciente, 2 étages plus bas, finalisant les modifications d'un discours pour le Forum des femmes américano-asiatiques. Elle n'avait pas remarqué de changement dans le ton de Joshua plus tôt ce matin-là, ni l'hésitation derrière son sourire. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que la tempête qu'elle sentait n'était plus derrière elle, mais juste au-dessus d'elle. Lorsque Joshua entra dans la pièce ce soir-là, ses mouvements étaient lents, réfléchis. Il ne la confronta pas. Pas encore. Il demanda simplement, « Y a-t-il quelque chose ?» Rien du tout. Tu ne me l'as pas dit? Jessica croisa son regard et vit une lueur de doute. Et pour la première fois depuis qu'elle était première dame, sa voix trembla. Pourquoi, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il lui tendit simplement le dossier, le poids du silence entre plus lourd que tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Le dossier reposait entre eux comme un fil électrique, épais, silencieux, et chargé du pouvoir de briser ou de lier. Joshua était assis au bord du bureau en acajou de la bibliothèque privée, les bras croisés, son regard scrutant le visage de Jessica non pas à la recherche de culpabilité, mais de clarté. Jessica, tenant toujours le bord du dossier de ses doigts pâles, ne l'avait pas encore ouvert. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà ce qu'il contenait. Ou plutôt, ce que quelqu'un voulait faire croire à Joshua était vrai. La photo, les doubles enregistrements, les connexions falsifiées, elle pressentait leur forme avant même de les voir. Les mêmes mensonges qu'elle avait commencé à démêler ces 2 dernières semaines s'étaient maintenant glissés entre les mains de la seule personne dont la confiance comptait plus que les applaudissements du monde. Joshua n'éleva pas la voix.
Il ne l'accusa pas. Mais la tension dans son silence était plus forte que n'importe quelle confrontation. J'ai besoin de savoir qui j'ai épousé, dit-il doucement. Et j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Jessica s'installa dans le fauteuil en face de lui. Son cœur était stable, mais son âme semblait exposée. Elle regarda l'homme qu'elle avait appris à aimer, non seulement pour son pouvoir ou son titre, mais pour son intégrité discrète, cette même intégrité qui exigeait maintenant une vérité qu'elle n'était pas prête à partager. Il n'y a rien dans ce dossier, commença-t-elle, qui prouve qui je suis. Seulement celle qu'on veut vous faire croire. Elle lui a tout raconté, pas en morceaux, pas expurgé, mais intégralement. Le faux dossier disciplinaire, les faux documents financiers que Daniel avait dissimulés, la collègue disparue avant qu'il puisse la prévenir, et plus récemment, la femme de la réunion de minuit et la clé USB qu'elle avait laissée derrière elle. Elle ne pleura pas. Elle ne plaida pas. Elle exposa simplement les faits, fil par fil, faisant confiance à son honnêteté pour recoller les morceaux qui commençaient à s'effilocher entre eux. Quand elle eut fini, la pièce resta silencieuse. Joshua se laissa aller lentement en arrière, les doigts croisés sous son menton. Il resta silencieux un long moment. Et puis il a demandé, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» La réponse de Jessica est venue sans hésitation. « Parce que je voulais construire cette vie avec toi, pas y mêler les fantômes de mon ancienne vie. » Sa voix était légèrement brisée. J'étais las d'être vu à travers le regard de gens qui ne se souvenaient que de mon silence. Il se tenait là, non pas avec colère, mais avec une lourdeur que seule une profonde trahison ou un amour profond pouvait porter. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant l'obscurité au-delà de la roseraie. « Tu m'as tout donné, dit-il finalement. Maintenant, je dois décider si je peux te protéger, ou si je dois protéger tout ce qui t'entoure. » Jessica hocha la tête. « Alors je te laisse le temps de décider. » Et sur ces mots, elle quitta la pièce sans se retourner. Le message était manuscrit sur un papier ivoire coûteux et déposé dans une enveloppe non marquée dans la boîte aux lettres de Jessica, dont peu de gens connaissaient l'existence. L'encre était nette, délibérée. « Tu veux la vérité ? Retrouve-moi seul. Sans sécurité. Pas de personnel. 23h serre numéro 4, terrain de l'Arboretum. Tu sais que je viendrai. » Jessica garda le mot quelques minutes avant de le plier avec un peigne mécanique et de le glisser dans la poche intérieure de son manteau. Pendant des jours, elle avait été assombrie par la suspicion, hantée par la pose de Joshua et hantée par des questions sans réponse. Si Annabelle pouvait lui apporter ne serait-ce qu'une once de vérité, aussi manipulatrice ou tordue soit-elle, Jessica avait besoin de l'entendre. Pas pour tourner la page. Pour plus de clarté. Car le passé n'était plus derrière elle. Il s'avançait, façonnait les gros titres, ébranlait la confiance et déformait son identité. Et si elle ne prenait pas le contrôle du récit, quelqu'un d'autre le ferait. À 22h53, elle était déjà assise dans la serre numéro 4, faiblement éclairée, humide, parfumée de jasmin et d'orchidées au crépuscule. L'Arboretum national des États-Unis était fermé au public depuis longtemps à cette heure-là, mais Jessica avait utilisé une de ses anciennes cartes d'accès, discrètement réactivée à cet effet. Elle portait un simple manteau et aucun bijou, seulement sa détermination. À 11h précises, Annabelle entra. Elle était vêtue de noir, les cheveux lissés en arrière, l'assurance inébranlable qu'elle avait autrefois tempérée par un étrange calme. Pas de sourire narquois. Pas de raillerie. Juste une femme qui avait épuisé son dernier filet de sécurité et se tenait maintenant au milieu des décombres qu'elle avait contribué à créer. « Tu as toujours eu bon goût en matière de silence », dit-elle en s'asseyant lentement en face de Jessica. C'était ton défaut le plus dangereux. Jessica ne répondit pas. Son regard resta fixe. Parlons. Annabelle fouilla dans son manteau, en sortit une enveloppe en papier craft scellée et la posa sur la table entre elles. Ils m'ont contacté il y a 2 ans. Ils m'ont promis d'enterrer mes accusations, de reconstruire mon portefeuille, de me rendre intouchable. Tout ce que j'avais à faire, c'était de vous aider à vous réécrire. Jessica retint son souffle, mais son visage ne broncha pas. Qui ? Annabelle se pencha en avant. Je ne connais pas leur vrai nom. Mirage Atlas, c'est la façade. Ils financent des partenaires prestigieux et contrôlent les réputations derrière les fondations et les organisations philanthropiques. Vous n'étiez qu'un projet parmi d'autres. Mais tu t'es élevé trop vite. Et maintenant, ils veulent te détruire. Jessica baissa les yeux sur l'enveloppe, puis la releva.
Pourquoi me dis-tu ça? Annabelle hésita. Parce qu'il me surveille aussi. Et si je dois tomber, je préfère ne pas y aller seule. Jessica ramassa lentement l'enveloppe, plus lourde que du papier. C'était une preuve. C'était du poison. C'était du pouvoir. Et elle était enfin prête à l'utiliser. La décision n'avait pas été prise à la légère. Jessica n'avait jamais été du genre à appâter ou à tromper, même trahi. Mais la confiance n'était plus un luxe qu'elle pouvait se permettre, surtout quand la confession soudaine d'Annabelle pouvait tout aussi bien n'être qu'une strate supplémentaire d'un stratagème élaboré. Avec le silence de Joshua suspendu comme un point d'interrogation, et Mirage Atlas toujours comme un fantôme errant dans sa vie, elle avait besoin de plus qu'une vague confession. Elle avait besoin de preuves irréfutables. 2 nuits plus tard, dans une salle de réunion privée sous la résidence, Jessica rencontra un agent de liaison discret des services de renseignement affectés au cercle intime du président. Elle demanda un appareil compact, sécurisé et intraçable. Pas de presse, pas d'enregistrement. Un seul objectif, enregistrer Annabelle, la piéger dans la vérité. L'agent, visiblement surpris, ne dit rien et lui tendit une broche délicate modifiée pour transmettre un signal audio crypté. Jessica l'attacha à son revers d'une main ferme. C'est la dernière fois que je laisse le passé dicter mon récit, dit-elle doucement. La deuxième rencontre eut lieu dans une gare abandonnée près de Bethesda, un lieu qu'Annabelle avait choisi pour ses échos et son vide. Les murs étaient ébréchés, les poutres en fer rouillées, et de vieux panneaux de départ pendaient de travers, tels des souvenirs oubliés. Jessica arriva vêtue d'un pardessus sombre, ses bottes claquant sur le béton fissuré, et pénétra seule dans l'espace caverneux. Annabelle était déjà là, appuyée contre un pilier, une cigarette pendue entre les doigts. « Tu es encore venu seule, dit-elle en jetant des cendres. Tu es plus courageux que je ne le pensais. » Jessica ne répondit pas. Elle désigna simplement l'enveloppe qu'elle avait rendue, maintenant chargée des documents qu'Annabelle lui avait laissés auparavant. « Si vous m'aidez, dit Jessica d'une voix calme, alors prouvez-le. Donnez-moi des noms. Des contacts. Plus que des ombres. » Annabelle eut un léger sourire et commença à parler. Mais ce qu'elle a révélé ne faisait partie d'aucun accord. C'était une révélation à laquelle ni Jessica ni The Wire ne s'étaient préparés. Elle n'était pas seulement une donatrice, a déclaré Annabelle. C'était l'amie de ta mère. Celle qui t'a recueilli après l'accident, celle qui t'a aidé à changer ton dossier après Halifax. Mirage Atlas ne t'a pas retrouvée. Ils t'ont construite. L'estomac de Jessica se noua, mais son visage resta neutre. Comment ça? Me construire? Annabelle s'approcha, d'un ton plus calme. La version de votre identité actuelle, la plus propre, celle qui vous a permis de franchir tous les points de contrôle après Montréal, celle qui a été nettoyée. Assainie. Votre dossier n'a pas disparu. Tout a été remonté. Et la même femme qui vous a fait disparaître finance Mirage Atlas. Le pouls de Jessica résonnait à ses oreilles. The Wire continuait d'enregistrer, mais tout ce qu'elle entendait, c'était l'éclatement d'une vérité qu'elle n'avait jamais vue venir. Son passé n'était pas seulement un fardeau, c'était leur création. Et quelqu'un de très proche avait fait d'elle son plus grand projet. Il était caché dans une boîte usée par les intempéries, marqué « Documents juridiques privés », au fond d'un classeur scellé des archives municipales d'Halifax. Un vieux classeur catalogué des années auparavant, mais jamais entièrement numérisé. Jessica ne l'aurait pas trouvé sans un nom de fichier crypté mentionné sur le lecteur qu'Annabelle a fourni lors de leur deuxième rencontre, Addendum J.R. Pascal 1996. Les initiales l'ont figé. J.R. Pascal, Joseph Raymond Pascal, son père. On avait répété à Jessica presque toute sa vie que son père laissait peu de choses après sa mort. Une modeste police d'assurance, quelques économies et une bibliothèque de vieux livres. Sa mère gérait la succession discrètement, et tous les documents relatifs à la laine avaient apparemment été traités depuis des décennies. Mais voilà qu'au fond d'un tiroir protégé et conservé sous scellé, elle le retrouva, une enveloppe modifiée datée de quelques semaines seulement avant la mort de son père. L'enveloppe était jaunie, cassante au coin, mais intacte. À l'intérieur se trouvait un document manuscrit de 3 pages, notarié et signé par un avocat dont elle se souvenait vaguement de son enfance. Ce qu'elle lut la bouleversa profondément. Son père possédait des actions importantes, et une maison d'édition qui, à son tour, détenait des parts dans un fonds fiduciaire privé destiné à la conservation du patrimoine historique au Canada. Jessica avait été désignée comme l'unique bénéficiaire, non seulement des fonds,
mais aussi des actifs intellectuels du fonds, des manuscrits anciens, des brevets et d'un algorithme de numérisation, depuis intégré au système d'archives internationaux. Son héritage avait été masqué, détourné, surtout, caché. Le dernier paragraphe de la laine expliquait pourquoi, pour la protéger de ce qui a usurpé mon nom et ma réputation, je confie ses biens à son seul accès lorsqu'elle sera assez forte pour les demander. Ils la retrouveront. J'espère seulement qu'elle se souviendra de qui elle est quand ils le feront. Jessica était assise seule dans la salle des archives municipales, la laine originale dans une main, l'enveloppe certifiée dans l'autre. Son esprit tournait. C'était la pièce manquante. Mirage Atlas ne l'avait pas choisie au hasard. Ils étaient au courant de la fiducie. Ils étaient au courant de son héritage. Ils savaient qu'elle était l'héritière légitime d'un système de contrôle de l'information capable d'influencer les récits au-delà des frontières. Et, plus terrifiant encore, ils l'avaient su avant elle. Toute sa vie d'adulte, Jessica avait cru s'être construite sur les décombres de l'abandon et du silence. Mais elle comprenait maintenant qu'elle avait été au centre d'un processus bien plus complexe. Ils n'avaient pas seulement cherché à la détruire. Ils avaient investi en elle. Ils l'avaient préparée. Ils l'avaient positionnée. Jessica se leva lentement, les bords de la laine tremblant dans sa main. Il ne s'agissait plus de son passé. Il s'agissait de contrôle, le sien ou le leur. Et elle en avait fini avec la reddition. La salle de briefing de l'aile ouest était plongée dans le silence lorsque Jessica entra sans prévenir, escortée seulement de Lilian et d'un enquêteur fédéral discret qu'elle avait personnellement contrôlé. Autour de la table en acajou étaient assis 6 des plus hauts conseillers du président Joshua Kelvin, leurs ordinateurs portables ouverts, des tasses de café intactes fumant à côté de dossiers estampillés, confidentiels. C'était une séance de stratégie matinale classique, jusqu'à ce que Jessica dépose l'enveloppe scellée d'Halifax sur la table et déclare, sans cérémonie, qu'avant la fin de la journée, l'un d'entre vous quittera ce poste. Sa voix n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La lourdeur de sa voix pétrifiait l'air. Ses yeux se posèrent sur Joshua, qui restait assis en bout de table, silencieux, le regard fixé uniquement sur elle. Il savait déjà ce qui allait arriver. Il avait lu les conclusions. Il avait simplement attendu qu'elle décide de la suite à donner. Jessica fit un geste vers l'enquêteur, qui s'avança et présenta les preuves rassemblées, les transferts financiers cryptés de Mirage Atlas acheminés par des cabinets de conseil tiers, les autorisations internes de la Maison-Blanche accordées à des contributeurs fictifs pour des événements que Jessica n'avait jamais approuvés, et, plus accablant encore, les communications interceptées entre un conseiller principal et Annabelle Brigg, déguisée sous le pseudonyme de Clara Belmont. Le conseiller en question n'était autre que Charles Meacham, conseiller spécial du président et l'un des plus proches confidents de Joshua depuis ses années sénatoriales. Charles ne broncha pas devant la révélation des preuves, mais ses doigts se crispèrent lentement sur l'accoudoir de son fauteuil. Il avait toujours excellé à garder une longueur d'avance. Mais maintenant, pour la première fois, il était acculé. « Tu étais censé protéger l'intégrité de ce bureau », dit Jessica d'un ton tranchant comme un rasoir. « Au lieu de ça, tu as orchestré une campagne pour détruire le mien. » Charles se renversa en arrière, l'air indéchiffrable, avant d'esquisser un petit sourire crispé. « Tu n'étais pas censé t'élever, Jessica, dit-il calmement. Tu étais un substitut, un récit, jusqu'à ce que tu deviennes une menace. » Des halètements résonnèrent dans la pièce, mais Jessica ne réagit pas. Elle le soupçonnait depuis des semaines, mais le fait d'entendre la confirmation de sa trahison aiguisa sa détermination. La trahison n'était pas personnelle, elle était stratégique. Il avait craint son influence, sa popularité grandissante auprès du public, son défi discret aux attentes traditionnelles. Il la voyait non pas comme une femme, mais comme une variable à contrôler. Mais désormais, exposé et désarmé, Charles n'avait plus aucune marge de manœuvre. L'enquêteur lut à haute voix sa démission officielle. La sécurité s'approcha et, tandis que Charles était escorté hors de la pièce, Jessica croisa le regard de Joshua. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute entre eux. Seule l'unité et un vœu partagé que personne d'autre n'écrirait plus son histoire. Une compilation granuleuse et soigneusement éditée des moments les plus vulnérables de Jessica durant son mariage avec Daniel Mark est apparue sur un site d'information indépendant et obscur, puis s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les tabloïds. Les images ont été coupées pour ressembler à un reportage clandestin, une Jessica en larmes sortant de leur ancien appartement tard le soir, une dispute étouffée dans un restaurant, un court extrait d'elle jetant un verre dans l'évier de la cuisine. Aucun contexte. Aucune continuité.
juste de l'émotion, formulée pour suggérer l'instabilité. Les gros titres furent immédiats et impitoyables, démasquant la première dame, la colère sous le sourire, l'effondrement mental de Jessica Pascal. En quelques heures, les commentateurs politiques décortiquèrent chaque geste, chaque expression, ignorant les signes évidents de manipulation et de narration fabriquée. Les images, bien qu'anciennes et fragmentées, semblaient nouvelles, crues et dangereuses. À la Maison-Blanche, une équipe de crise s'est réunie avant le lever du soleil. Jessica était assise calmement dans la salle de crise, entourée de ses assistants, d'analystes médias et de son conseiller en sécurité. La salle bouillonnait de suggestions, publier une déclaration, démentir les images, les transformer en contre-discours. Mais Jessica ne répondit pas. Elle regarda la vidéo en entier, 2 fois, silencieuse, sans broncher. Elle savait la nuit où elle avait été filmée. Elle se souvenait de la robe qu'elle portait, de la conversation même qui avait déclenché sa douleur, de Daniel la traitant de fardeau, d'échec, de stérile. Ce que les images ne montraient pas, c'était ce qui s'était passé avant ou après, comment elle avait nettoyé une pelouse, comment elle s'était excusée d'avoir cassé un verre qu'elle n'avait jamais voulu jeter, comment elle avait écrit dans son journal cette nuit-là juste pour survivre. Les images n'étaient pas une révélation. C'était une arme. Et quelqu'un voulait encore la démanteler. Alors que les spéculations allaient bon train, Joshua se tenait à ses côtés à la tribune de la conférence de presse ce soir-là, la main fermement posée sur la sienne. Cette administration, a-t-il clairement affirmé, ne se laissera pas ébranler par la manipulation de l'histoire. Il n'a ni expliqué, ni justifié, ni nié. Il a servi d'encre face à la tempête. Pourtant, Jessica savait que c'était plus qu'un scandale. C'était une guerre psychologique, destinée non seulement à l'humilier, mais aussi à l'isoler, à lui donner l'impression que tout ce qu'elle avait construit pouvait être anéanti par quelques clips calculés. Et pourtant, ce soir-là, en passant devant les flashs des caméras et les commentaires virulents, elle redressa le dos et regarda devant elle. Parce que les images étaient réelles, mais l'histoire qui se cachait n'avait pas encore été révélée. Pas encore. Et quand elle le serait, ce ne serait pas par des fuites anonymes. Ce serait dans sa voix, selon ses conditions. À 20 heures précises, toutes les grandes chaînes ont interrompu leur programme pour une diffusion nationale inattendue intitulée « Les archives du silence ». Pas de musique d'ouverture. Pas d'animateur. Pas de logo. Juste un lent fondu enchaîné sur une salle d'archives faiblement éclairée, celle-là même que Jessica avait contribué à concevoir des années auparavant pour le projet Héritage présidentiel. Au centre se tenait Jessica elle-même, vêtue de noir, éclairée par un unique plafonnier. Elle ne dit rien. Elle s'écarta tandis qu'une bobine d'images inédites commençait à défiler. Pas de slogan ni de déclaration. Juste la vérité. Clip par clip, horodaté et vérifié, le pays a pu voir ce qui avait été omis de la vidéo diffamatoire, l'intégralité des discussions avec Daniel, ses provocations, la retenue calme dont elle avait fait preuve, la manipulation dans son ton, le regard dans ses yeux lorsqu'elle implorait d'être traitée comme une partenaire. Il n'y avait aucune dramatisation. Aucune performance. Seule preuve, l'émission a duré 37 minutes. Aucun commentaire. Aucune narration. Le silence était plus éloquent que n'importe quelle défense. Les téléspectateurs de tout le pays étaient fascinés par le dévoilement complet du contexte, la violence psychologique, le gaslighting, la peur avec laquelle Jessica avait vécu à huis clos. Des moments autrefois perçus comme des crises étaient désormais perçus comme ce qu'ils étaient réellement, de la survie. La caméra est revenue sur Jessica à la fin. Elle ne disait toujours rien. Au lieu de cela, elle brandit une seule page, une copie scannée du testament original de son père. Elle apparut à l'écran, mettant en évidence la section où il jura de la protéger des récits que d'autres pourraient tenter de forger. Alors que l'écran s'assombrissait, un dernier message apparut, parfois, le silence n'est pas synonyme de faiblesse. C'était une stratégie. Puis l'émission s'est terminée. La réaction a été immédiate et fulgurante. Les journalistes se sont tus. Les commentateurs se sont empressés de revenir sur leurs précédentes spéculations. Les réseaux sociaux ont explosé, non pas sous les ragots, mais sous les cris de ralliement. Le hashtag « Je soutiens Jessica » a fait le buzz dans le monde entier. Des victimes de violences psychologiques ont vu leur propre vie reflétée dans les clips et les messages affluents de diplomates, d'éducateurs et d'inconnus qui avaient autrefois douté d'elle. Jessica n'est jamais apparue en direct. Elle n'en avait pas besoin. Les faits parlaient pour elle.
Ce qui avait été destiné à la détruire n'avait fait que consolider son image, cette fois non pas comme un symbole d'élégance ou de pitié, mais comme une femme refusant de crier pour se faire entendre. Son silence avait été son arme. Et à cet instant, le monde l'a écouté. Dans les 72 heures qui ont suivi la diffusion, le récit autour de Jessica Kelvin a basculé avec une force époustouflante. Les émissions matinales qui décortiquaient autrefois ses moindres gestes diffusaient désormais des tables rondes saluant sa retenue. Les colonnes d'opinion s'alternaient, certaines s'excusant pour les titres précédents, d'autres la louant comme une icône moderne de la grâce sous le feu des critiques. Les publications internationales la surnommaient « la voix de velours de la Maison Blanche » et « la première dame à la force tranquille ». Des lettres affluèrent du monde entier, venant d'enseignants, de mères, d'élèves et de survivants qui voyaient en elle non seulement son élégance, mais aussi leur propre personne. L'obsession médiatique pour son passé se brisa sous le poids de l'empathie collective. Pour la première fois, Jessica n'était plus observée. Elle était remarquée. Les sondages ont bondi, non seulement pour Joshua, mais aussi pour elle personnellement. Sa cote de popularité a grimpé en flèche. Les éditoriaux la pressaient de prendre la tête de nouvelles initiatives diplomatiques et humanitaires. Les invitations aux sommets mondiaux affluaient dans les laits. Mais Jessica, fidèle à son rythme, restait calme, loin du spectacle. Elle n'a accordé aucune interview, ni fait de déclaration complémentaire. Au lieu de cela, elle a braqué les projecteurs sur les causes qu'elle défendait discrètement, la réforme de l'éducation nationale, la transparence des archives et la justice réparatrice pour les femmes victimes de violences psychologiques. Plutôt que de se complaire dans l'attention, elle en a tiré profit. Les dons de sa fondation ont triplé du jour au lendemain. Un projet de loi sur lequel elle avait conseillé, visant à réformer les protections fédérales des conjoints, a été adopté à l'unanimité par le Sénat. Et pourtant, elle n'a pas dit grand-chose. Son silence n'était plus une question de protection. Il était délibéré. Maîtrisé. En coulisses, Jessica était plus déterminée que jamais. Elle passait des nuits blanches à peaufiner les agendas diplomatiques, à restructurer le conseil d'administration de sa fondation pour éliminer toute trace de financement du Mirage Atlas, et à travailler en étroite collaboration avec Joshua pour rétablir la confiance interne dans l'administration. Leur lien avait non seulement survécu à la tempête, mais s'était même affaibli. Mais ce n'était pas seulement la confiance du président qu'elle avait regagnée, c'était celle de la nation. Sur les fresques murales de la ville et les affiches des salles de classe, son image commençait à émerger, douce, digne, sereine. Le monde était tombé amoureux d'une femme qui ne demandait jamais d'attention. Ce faisant, elle a fait d'elle bien plus qu'un simple symbole. Jessica Pascal Kelvin n'était plus seulement l'épouse du président. Elle était la première dame du peuple. Elle arriva à l'aube, remise en main propre par un coursier anonyme à la porte d'accès restreint de l'Elay. Une fine enveloppe blanche, vierge de toute inscription, à l'exception du simple nom de Jessica écrit en cursive bouclée sur le devant. Ni nom de famille, ni titre, juste le nom. Dès qu'elle fut scannée et jugée non menaçante, Lilian la porta directement aux appartements privés de Jessica, l'air crispé par la prudence. Jessica accepta sans un mot, ses doigts reconnaissant déjà l'attente. Annabelle. Elle était restée silencieuse pendant des semaines, sombrant dans le courant aussi vite qu'elle y était revenue. Il y avait eu des rumeurs, des aperçus près des consulats à Madrid, des virements électroniques codés, un vol réservé pour l'Afrique du Sud qui n'a jamais décollé. Et maintenant, ça. Jessica ouvrit lentement l'enveloppe, s'attendant aux énigmes habituelles, aux jeux de pouvoir. Mais ce qu'elle trouva à la place, c'était une lettre écrite avec une sincérité presque parfaite. Les mots d'Annabelle ne ressemblaient à rien de ce que Jessica avait jamais reçu d'elle. Ils étaient dénués de toute malice, de toute fierté et d'une formulation subtile. Elle a tout avoué, la première approche de Mirage Atlas, les paiements pour modifier les dossiers personnels, son rôle dans la coordination de la campagne de diffamation aux côtés de Charles Micham. On m'a promis un retour à la réalité, a-t-elle écrit. Mais je ne suis devenu qu'un fantôme bien habillé. Elle a admis avoir divulgué les images du mariage, non pas pour détruire Jessica, mais pour détourner l'attention de sa propre extraction financière d'une holding en faillite. Et enfin, elle a avoué que ce n'était pas la haine qui l'avait alimentée si longtemps, mais l'envie. Tu m'as survécu, a-t-elle écrit en conclusion. Et c'est ce que je ne te pardonnerai jamais. La lettre se terminait sans excuse, mais par une dernière phrase soulignée une fois, c'est la dernière fois que tu entendras parler de moi. Les disparitions, c'est mon domaine de prédilection.
Jessica lut la lettre 2 fois avant de la poser à côté d'une pile de notes manuscrites de son père. Elle ne ressentit ni triomphe, ni justification. Juste un étrange silence. Le fil conducteur de ce chapitre avait été coupé. Il n'y aurait plus de jeu, plus de menaces déguisées en beauté. Annabelle avait avoué, non pas pour la rédemption, mais pour la libération. Elle avait voulu que Jessica sache la vérité avant de disparaître complètement. Aucune trace. Aucune suite. Juste un silence. Jessica s'approcha de la cheminée, fixa les flammes un instant, puis y déposa la lettre. Elle ne la regarda pas brûler. Elle avait déjà fait son deuil du rôle d'Annabelle dans sa vie. Il ne s'agissait pas de pardonner, mais de mettre fin à tout. Et pour la première fois, le passé cessa de murmurer derrière elle. Il avait dit son dernier mot et s'en était allé. Il était niché dans un livre creux, Léo de Hurlevent, une première édition dont Jessica avait hérité mais qu'elle n'avait jamais ouverte depuis le jour où elle avait été mise dans un carton avec ses affaires d'enfance. Le livre avait vécu tranquillement sur la 3e étagère de sa bibliothèque privée, intacte, faisant partie d'une collection qu'elle conservait davantage pour la mémoire que pour le sens. Mais ce matin-là, une vague d'instinct, peut-être le dernier vestige de tout ce qu'elle avait enduré, y conduisit ses doigts. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une page pliée et jaunie, coincée entre les chapitres, les bords adoucis par le temps. L'écriture était inimitable. Courbée, précise et incroyablement douce. Celle de sa mère. Jessica avait le souffle coupé avant même de pouvoir prononcer ces mots. « Ma très chère Jess », commençait la lettre. « Si tu as trouvé ceci, c'est que la vie t'a mené assez loin pour en avoir besoin. J'espère que cela vous a trouvé dans la force, et non dans la tristesse. » Ce qui a suivi n'était pas une confession, mais une révélation. Sa mère a raconté comment, après la mort subite de son père, elle avait été approchée par une femme prétendant représenter une initiative philanthropique d'archivage, une femme que Jessica reconnaîtrait plus tard sous le nom de Mirage Atlas, sous un autre nom. La femme avait proposé de protéger l'héritage de Jessica, avertissant que des rivaux politiques et de vieux ennemis de l'œuvre de son père pourraient mettre en péril l'héritage familial. La mère de Jessica avait accepté, à condition que l'identité de Jessica soit cachée des archives publiques jusqu'à ce qu'elle soit prête. « Tu n'as pas été effacée », disait la lettre. « Tu étais enveloppée de silence, car ton avenir était plus bruyant que leur vacarme. » Mais il ne s'agissait pas seulement de protection. Sa mère écrivait qu'elle croyait qu'un jour Jessica non seulement reprendrait possession de ce qui lui appartenait, mais s'élèverait bien au-delà de ce que ses parents avaient construit. « Tu n'es pas le fruit de ce qui t'est arrivé, Jess. Tu es la graine de tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. » Les mains de Jessica tremblaient en tournant la page. C'était comme si sa mère avait tout vu avant que cela n'arrive, la trahison, la réinvention, l'ascension. Son héritage ne se résumait pas à la richesse ou à l'histoire. C'était la foi. Silencieuse, provocante et intemporelle. Pendant un long moment, Jessica resta assise dans la lueur du soleil matinal, la lettre posée sur ses genoux. Dans un monde où d'autres avaient tenté de la définir par le scandale, le silence et la survie, cette voix du passé lui murmura la vérité dont elle avait le plus besoin. Elle avait toujours été à sa place, imperturbable, inébranlable et invincible. Le bureau ovale était inhabituellement calme, son horloge antique tic-tac doucement sous la tension ambiante. Joshua se tenait près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, le chapiteau flottant faiblement derrière la vitre. Jessica était assise sur le canapé crème, les épaules droites, le visage serein, mais son cœur battait fort sous le poids de ce qu'il venait de lui offrir. « Si ça continue, dit doucement Joshua, si ces fantômes de ton passé continuent de rôder, je démissionne. » Il se tourna vers elle. « Tu n'as rien demandé de tout cela. Tu n'es pas venu dans ma vie pour porter le poids de ma présidence. Si démissionner signifie que tu es épargné, je le ferai. » Il n'y avait aucune performance dans sa voix. Aucun calcul politique. C'était la voix d'un homme prêt à tout abandonner pour la femme qu'il aimait. Et c'est ce qui rendit sa décision encore plus évidente. Jessica se leva lentement, son regard croisant le sien avec une clarté inébranlable. « N'ose pas, dit-elle d'une voix douce mais ferme. J'ai passé toute ma vie à être effacée pour le confort des autres. On m'a dit de me rétrécir, de me cacher, de porter mes fardeaux en silence. Mais cette fois, je ne m'en vais pas. Je ne les laisserai pas me réécrire, et je ne les laisserai certainement pas t'effacer. » Elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Tu as été la première personne à me voir, pleinement.
Pas comme un passé, pas comme un scandale, mais comme une personne de valeur. Alors non, tu ne démissionneras pas. Tu continueras à diriger. Et cette fois, je serai à vos côtés. Ouvertement. Puissamment. Non pas comme un bouclier, mais comme un partenaire. Il y eut alors un silence, non pas d'hésitation, mais de quelque chose de plus profond, un renouveau. Joshua s'avança et l'embrassa sur le front, un vœu silencieux échangé sans un mot. Ce soir-là, le couple présidentiel se rendit main dans la main à une conférence de presse où il dévoilait une nouvelle initiative bipartite pour la préservation de la vérité dans l'histoire numérique, une initiative que Jessica avait elle-même contribué à élaborer. Elle ne se tenait pas derrière le podium, ni à côté, mais à l'intérieur. Et lorsqu'elle prit la parole, la salle n'entendit pas une victime de trahison ou de scandale. Ils ont entendu un leader. Dès lors, Jessica n'a plus été perçue comme quelqu'un que la présidence avait choisi d'élever. Elle a été perçue comme quelqu'un qui a choisi de rester, de s'élever et de diriger, avec dignité, avec une énergie discrète et une voix qui ne se contente plus de murmurer. 3 ans plus tard, sur les marches d'un bâtiment en marbre étincelant surplombant le lac Léman, Jessica Pascal Kelvin se tenait devant un parterre de dirigeants mondiaux, d'éducateurs, d'artistes et de survivants, chacun représentant un continent et porteur d'une histoire. Derrière elle, gravés dans le granit au-dessus de majestueuses portes de bronze, se lisaient les mots « Institut Kelvin pour la dignité et la vérité ». Cet institut n'était pas né d'une stratégie politique ou d'une ambition médiatique. Elle est née de la survie, d'une vie marquée par la trahison, meurtrie par le silence, et reconstruite avec grâce. La cérémonie d'inauguration n'a pas été télévisée avec faste ni spectacle, mais retransmise discrètement à travers le monde, dans les salles de classe, les refuges pour femmes, les auditoriums universitaires et les centres communautaires locaux. Ceux qui comptaient, ceux qui comprenaient ce que signifiait être effacé, ont assisté à la cérémonie. À l'intérieur de l'Institut, d'imposantes baies vitrées encadraient des expositions organisées avec soin, des archives numériques sur les violences psychologiques, des programmes de revendication de la vérité et des outils confidentiels pour ceux que l'histoire, la bureaucratie ou la stigmatisation ont réduit au silence. Aucun portrait de Jessica n'était accroché au mur, aucun hommage grandiose. Son histoire était intégrée à chaque pièce, non pas comme décoration, mais comme fondement. Dans une salle, un enregistrement diffusait en sourdine des extraits de l'archive muette, rappelant aux visiteurs que l'histoire pouvait être manipulée et que la vérité, préservée, était une forme de résistance. La devise de l'Institut était affichée dans tous les dialectes traduits sur ces murs, « La dignité ne se défend pas par le volume. Elle se prouve par la présence ». Jessica ne s'est pas présentée devant la foule en victime, ni même en première dame. Elle s'est présentée comme une figure plus rare, une femme brisée en public qui a choisi de ne pas disparaître. Elle n'a pas réécrit son passé pour s'élever. Elle l'a porté et en a fait quelque chose. Les applaudissements qui ont suivi son discours ont été discrets, respectueux et soutenus, non pas parce qu'elle l'avait ordonné, mais parce que son endurance l'exigeait. Son héritage, disait-il, ne résiderait pas dans la force avec laquelle elle s'est battue, mais dans la force avec laquelle elle a enduré. Et tandis qu'elle descendait de scène et franchissait l'entrée voûtée de l'institut qu'elle avait fondé, Jessica ne se retourna pas. Son histoire était déjà devenue légendaire. Non pas parce qu'elle avait conquis le monde, mais parce qu'elle ne s'était jamais laissée définir par lui. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.